Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Lisa. Voilà, donc tu es une femme transgenre. Oui, tout à fait. Oui. On peut te donner ton âge? Alors j'ai 53 ans. Je suis né en 1967, le 24 décembre. Le 24 décembre, juste. Tu as des enfants? J'ai 4 enfants, 3 grands-enfants qui sont adultes, qui ont 26, 24 et 22 ans. Et un petit dernier qui lui est encore adolescent, il a 13 ans et demi. Tu as commencé ta transition à quel âge? Alors j'ai commencé ma transition à 51 ans. 51 ans. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai laissé Emma prendre le contrôle de cette personne que j'ai été pendant 51 ans. Voilà. Donc oui, 2 ans de prise de conscience, de révélation, et 1 an maintenant de traitement hormonal de substitution, ce qu'on appelle le THS. Voilà. Et je poursuis ma transition qui est loin d'être achevée encore à la date d'aujourd'hui. Tu penses la terminer dans combien de temps, ta transition? Terminer une transition, est-ce terminer un jour? Voilà. C'est la question. Déjà, c'est vrai que s'il y a une partie chirurgicale qui doit venir, c'est un processus qui est long. Donc là, ça va dépendre surtout des praticiens, de la rapidité à laquelle toutes ces choses-là vont avoir lieu. Après le reste, ma foi, une fois que le corps, on l'a modifié de façon à ce qu'il matche à ce qu'il y a dedans. Ma foi, oui, on pourrait dire qu'une transition est terminée. Ma foi, on restera toujours une femme transgenre. Pourquoi? Parce qu'on a notre passé, qu'on a derrière nous, qui nous a forgé, qui a fait notre personnalité, ce qu'on est aujourd'hui, la façon dont on réagit. Mais on est des femmes avant tout. Voilà, c'est tout. Tout simplement. On peut être tenté de renier son passé d'homme? On peut effectivement être tenté, pour peu qu'il ait été douloureux, voilà, pour peu qu'il y ait eu des rejets familiaux, amicaux, professionnels. C'est pas mon cas, heureusement. C'est vrai que j'ai bénéficié d'un environnement très favorable, avec une famille relativement ouverte. Je dis bien relativement parce qu'il y a toujours quelques petits accrochages. Mais après, tout dépend du discours qu'on va avoir pour pouvoir faire passer ce message et faire comprendre aux personnes qu'à l'intérieur, nous ne changeons pas. Nous restons la même personne que ces gens-là ont toujours connue. Ce n'est juste qu'une question d'emballage. C'est visuel d'abord. Alors effectivement, le visuel peut être très dur pour certaines personnes d'un certain âge et très important, auxquels ils sont attachés. Les parents notamment, qui vous ont vu imaginez, vos parents vous ont vu 50 ans dans le corps d'un homme, et soudain ils vont devoir s'habituer au corps d'une femme. Ça peut être très perturbant, un changement de prénom, ça se comprend, donc c'est à nous peut-être d'arrondir aussi un peu les angles. Voilà, il ne faut pas rentrer dans un affrontement qui serait de toute façon mortifère. L'utilisation du mot deuil est peut-être un peu fort? Je pense. Alors, pour ma part, j'ai pas eu à faire le deuil de cette vie passée, parce que cette vie passée m'a apporté tant de bonheur aussi. Mais pour ton entourage, pour certaines personnes, tout à fait. Ce sont les autres qui vont avoir à faire le deuil de la personne qu'elles ont vue, tout dans cette vie qui m'a précédé. Par contre, l'âme en question, l'esprit en question, il est toujours là. Lui, il n'est pas mort du tout. Et il continue de vivre, voilà. Donc ce que je me suis efforcé de faire, c'est pas tant de faire comprendre ma transition, c'est de leur montrer surtout que j'étais toujours la même personne, voilà, qui allait discuter avec eux, plaisanter avec eux comme avant. Voilà, je continue à vivre comme avant, mais c'est une femme qui est complètement cette fois dévoilée à leurs yeux, tout simplement. Et ça s'est très très bien passé. Mais justement, penses-tu être la même personne? Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. J'ai toujours été, même dans ce corps très masculin que j'avais, une personne très, très tournée vers les arts. Je suis une hypersensible. J'ai toujours été hypersensible dès mon enfance de toute façon. Très créatrice, très créative, très littéraire. Justement, tu es auteur de romans policiers? Tout à fait. Je suis auteur de romans depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai commencé à écrire avec mon nom d'homme. Voilà, c'est le garçon qui écrivait à l'époque, la femme cachée dans le garçon qui écrivait, avec cette même sensibilité, ce même humour. On peut presque dire que mon dead name était un pseudonyme. Pourquoi pas? On peut le voir comme ça. Parce qu'un auteur n'est pas forcément connu, je dis bien un auteur, avec un E,
au bout, n'est pas forcément connu visuellement de son public. Il y a des auteurs dont on n'a jamais vu le visage. Donc un nom, derrière un nom, ma foi, on peut y mettre absolument n'importe quoi. Voilà. Donc mon écriture ne changera pas pour autant maintenant que Emma vit au grand jour. Voilà, c'est juste lorsque mes lectrices et mes lecteurs vont me rencontrer sur des salons, en dédicace, ben là, face à eux et face à elles, ils auront une femme, au lieu d'avoir le corps d'homme qu'il y avait avant, lorsque je faisais mes salons et mes séances de dédicace, tout simplement. Sur les couvertures de tes ouvrages, on voit quelle personne? Alors on voit, jusqu'à maintenant, on voyait effectivement Laurent, puisque Laurent c'est mon dead name, j'ai aucun problème avec ça. Cela dit, les photos sont des fois prises de côté, donc je ne suis pas forcément reconnaissable, mais c'est pareil, je n'ai aucun problème avec ça, parce que on arrive quand même à reconnaître un peu une personne. Et puis ma transition maintenant a une notoriété publique, je l'ai expliqué sur mes sites de romancières, mes sites d'éditrices. Tu peux nous montrer quelques-uns de tes ouvrages? Alors par exemple sur les premiers ouvrages que j'ai écrits, qui étaient donc au format poche, qui étaient édités aux éditions Astour, qui est, on va dire, le 3e éditeur de Bretagne. C'est un éditeur qui est local, et pas très loin, à 8 km d'ici, au Sable d'Or. Quand j'ai commencé il y a 20 ans avec cet éditeur-là, il y avait 4-5 auteurs, on n'était pas très nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, ils sont plus de 90, je crois. Et justement, c'est devenu une machine d'édition tellement grosse ça a perdu un certain esprit. C'est pour ça que j'ai quitté cette maison d'édition pour aller vers une autre. Donc, à l'origine, c'était du format poche. J'ai écrit plus de 5-6 ouvrages chez eux. Donc derrière, on y voit mon visage. Bon, c'est un peu sombre, hein, puis j'étais plus jeune à l'époque. Donc on voit bien effectivement mon visage de garçon, mais qui est tout petit. Donc on a une petite biographie, on a un résumé, comme sur beaucoup de bouquins, histoire de donner envie de lire. Un titre, voilà, mon nom qui est dessus, bien Laurent Guérinaud, tout à fait. Hein. Donc, tu peux nous le montrer en face de toi, bien nous le montrer. Voilà, donc La Vengeance de Saint-Michel, qui a été mon 3e, celui-là. Je vais sortir le premier plutôt. Donc mon premier ouvrage, voilà, c'était celui-là. Voilà. J'ai commencé vraiment à avoir une visibilité avec 3 cadavres, 3 coupables, qui a été mon premier polar. À l'origine, c'était une nouvelle, donc un format d'une centaine de pages, que l'éditeur a trouvé à son goût. On s'est rencontrés lors d'une route du Rhum. À l'époque, j'étais préparatrice sur les trimarans de la route du Rhum. Je travaillais encore dans le naval. Et un matin, j'ai visité les stands de l'exposition qu'il y avait à Saint-Malo, dans le bassin du Gué-Trouin, et j'ai rencontré ce monsieur. On a discuté littérature, je lui ai dit que j'écrivais et que j'avais nombre de choses dans le tiroir de mon bureau. Je lui ai donc envoyé mon premier manuscrit, et il m'a dit « J'adore, mais c'est très court ». J'ai étoffé, je lui ai renvoyé, et 3 mois plus tard, mon premier roman policier sortait. Voilà, dans les librairies, un peu partout. Et il m'a dit, cette phrase que j'ai jamais oubliée, « Bon, maintenant, il va falloir en écrire un autre. » Et c'est comme ça qu'a commencé. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Alors, ça a été plus compliqué pour le deuxième, parce que il a fallu trouver... Donc, j'ai récupéré mon personnage, et c'est toujours un même héros, qui revient dans toute la série d'ouvrages que j'ai écrits maintenant depuis plus de 20 ans, ce qu'on appelle un héros récurrent. Je ne fais pas pour autant la vaisselle. Mais donc il revient et que je fais vivre. Chaque histoire a un début et une fin, comme dans une série télé. L'intrigue se termine, l'enquête se termine à la fin du livre, mais il a une vie privée qui continue, donc il vieillit, il travaille, il tombe amoureux, il lui arrive plein de choses. Voilà, il a un entourage avec d'autres personnages qui gravitent autour. Et là, dans les prochains, je pense que je vais en avoir un peu fini avec ce personnage-là. Il va y avoir une sorte de crossover, comme on dit maintenant à la télé, avec... je vais garder le même environnement, il va prendre du recul et je vais mettre peut-être en avant un autre des personnages de son entourage qui va prendre le relais. Voilà. Et peut-être aller vers la transidentité, pourquoi pas, enfin j'en dis pas plus. Il y aura des petites surprises, toujours dans un milieu d'enquête policière, bien sûr, parce que c'est que du polar. Voilà. Donc ça c'est mon premier. Il y a eu donc plusieurs. Le deuxième, ça a été Le Mort court toujours. Oui. Donc toujours avec des titres un peu humoristiques. Donc Le Mort court toujours, où on retrouve Alain Bivelin, qui est mon personnage principal. Donc somme toute, un prénom et un nom, tout ce qu'il y a de plus commun.
Ce sont des personnages qui sont comme tout le monde, je dirais. On va pas leur mettre 10 claques et ils ne vont pas s'effondrer qu'au bout d'une journée de combat. Non, non, ils sont comme vous et moi, ils prennent une claque, ça leur fait mal. Ce ne sont pas des James Bond, ils ne sont pas immortels, ils ont des vies comme tout le monde. Le troisième, La Vengeance de Saint-Michel. Alors Saint-Michel qui est un petit clin d'œil au saint patron des commandos. On saura pourquoi la suite. Voilà, La Vengeance de Saint-Michel. Alors cette chapelle, c'est la chapelle qui se trouve au large des Sables d'Or, parce que toutes les enquêtes et les histoires se déroulent ici, autour de la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Sables d'Or, le Val-André, Saint-Cas, le Guildo, le Cap Fréhel, Lamballe, toute cette région de la côte d'Émeraude, la région du Penthièvre. Ensuite, il y a eu Pilleur d'étoiles à Daouet, ça a été mon numéro 4. Alors lui, il s'est vendu en moins de 3 mois. Il est rarissime de le trouver encore, même sur les plateformes internet. Voilà. Mon éditeur a eu peur de le sortir. Il y a eu 1 an et demi de recherche historique dessus. Il a eu peur d'un procès. Et je lui ai dit, mais ça tombe bien, sors-le à 100 000 exemplaires dans ce cas-là. Je suis assez taquine, c'est vrai. Et puis ensuite, il y a eu Serial Loser au Val-André. Alors là, on va même jusqu'à... Dans certains, j'emmène jusqu'en Angleterre, je vais jusqu'à Saint-Malo. Je fais quand même voyager un petit peu autour. Oui, tu voilà, voyages un petit peu. Moi, je voyage un petit peu, Oui. parce qu'il y a une partie qui se déroule lors d'une transat. Voilà, donc imaginez un meurtre sur un bateau où il n'y a qu'une personne. Voilà, c'est tendu. Alors en format poche, il y a eu d'autres ouvrages. Chez ce même éditeur, on a des fois écrit des recueils de nouvelles à plusieurs auteurs de la maison d'édition. C'était des challenges, celui-là ça a été pour, je crois, les 10 ans de la maison d'édition. C'était Les Coquilles font Jacques, donc à Erquy. Tout se passe à Erquy avec une histoire autour de la fête de la coquille. Coquilles font Jacques, c'est très humoristique. Et là-dedans, j'ai inventé un petit personnage qui est une jeune adolescente de 10 ans avec un petit camarade et ils vont à eux deux mener une enquête policière. C'est une sorte de Fifi Brin d'Acier moderne. Donc ça fait quoi, une trentaine de pages, ça se lit tout seul. Ça a été étudié souvent en classe par des enfants. Donc ça peut être lu, je dirais, par des adolescents. Bon, il y en a d'autres qui sont plus pour des adultes, hein, bien sûr. Mais c'est très très rigolo. Il y en a un autre que je n'ai pas là parce qu'on ne le trouve plus nulle part. C'est toujours le même principe, c'était pour les 20 ans de la Maison Astour. C'est un recueil de nouvelles érotiques. Voilà, c'est Braise Rose, ça s'appelle. C'est un livre qui est tout noir avec un gros X rose On dessus. ne le trouve nulle part, c'est-à-dire que tu ne peux pas nous le Sur Internet, présenter. je ne l'ai pas. Je n'en ai même pas un seul exemplaire. Et tu n'en as même pas un seul exemplaire. Oui. On peut le trouver sur Internet, je pense, sur des plateformes de vente en ligne dont je ne citerai pas le nom. Enfin, tout le monde connaît. Donc là, il y a 13 nouvelles en tout. Et là, je me suis fendu, je me suis laissé aller. Voilà. C'est encore une histoire d'enquête. Enfin, c'est pas une enquête policière, ce sont 3 jeunes femmes qui, je dirais, ensemble, commettent des délits, s'enrichissent d'une certaine façon. Voilà. Ça se passe au Sable d'Or pour la plupart, ou au Val-André, et puis mes co-auteurs, mes collégionnaires, on va dire, se sont également fendus du même style. J'ai écrit sous mon vrai nom, il n'y a pas eu d'utilisation d'un pseudonyme pour éviter de choquer les gens. Voilà. C'est plus qu'une passion pour toi, c'est simplement... C'est assez dévorant. Ouais. J'écris tout le temps. Même si c'est pas dans mes bouquins, je prends tout le temps des notes, des petites choses, parce que je construis mes personnages, mes livres, mes histoires à partir de ce que je vois autour de moi. Après, je les romance, bien sûr. Et les faits divers sont très riches. Hein. On a beau être en Bretagne, il se passe beaucoup de choses. La côte est très riche en sens qu'il y a une vie locale, une vie estivale, avec toute la partie touristique. Mais peut-on y trouver ton histoire personnelle? Tout à fait. Quelque part. Tout à fait. On va y retrouver comme décor principal mon ancien chantier naval. On va y retrouver le port de Daouet, avec tout son environnement. Je vais utiliser des gens qui ont existé, que j'ai modifiés, bien sûr. Tu as exercé de nombreux métiers, je crois. Oui, j'ai exercé pas mal de métiers. J'ai commencé dans la vie comme informaticien. Je parle bien au masculin, ici, puisque mes 50 années de vie précédente étaient une vie masculine, que j'ai justement, pour fuir ma féminité développée à son paroxysme. J'ai même été commando de marine à une époque, je ne m'étendrai pas sur le sujet, donc j'avais pas du tout cet aspect-là.
Je ressemblais plus à un bûcheron canadien qu'à autre chose. Je suis rentré dans des métiers très très vite, très masculins. Voilà, j'ai commencé dans l'informatique à un très haut niveau pendant quelques années en région parisienne, et je suis très vite venu vivre avec ma première compagne à l'époque. Je me suis marié très tôt, ici en Bretagne. Ça fait maintenant, c'était en 2004, donc ça fait presque 26-27 ans maintenant. Et j'ai créé ma première entreprise à 26 ans, un chantier naval, donc construction de bateaux, parce que j'étais passionné par la mer et les bateaux. Je naviguais beaucoup moi-même. J'étais plongeur, j'étais moniteur de voile, j'ai été tout ça pendant ma jeunesse et pendant que j'étais commando aussi, puisque j'étais commando de marine, donc très lié à la mer. Nous sommes tout proches de la mer. Voilà, tout à fait. Donc je suis revenu en Bretagne où sont mes racines, où sont une grande partie de ma famille. Et j'ai travaillé dans ce milieu maritime, de construction navale, pendant plus d'une dizaine d'années, avec différents aspects dans mes propres entreprises et dans d'autres entreprises de construction navale, voile, plaisance, pêche professionnelle, construction acier, donc des choses assez balèzes, course au large, puisque j'en parle aussi dans mes romans, hein, la route du Rhum, j'ai failli la faire, j'ai eu un bateau de course moi-même, enfin tout un univers maritime, très très prégnant pour moi et très masculin, très macho, bien qu'on connaisse quelques très très belles dames de la mer. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré Florence Artaud, j'ai rencontré Hélène MacArthur, qui sont des femmes merveilleuses. J'ai un carnet d'adresses qui est très très riche, voilà, en domaine maritime. J'ai travaillé dans la presse nautique également, comme directrice de publicité, je faisais des reportages, des essais de bateaux. Et puis petit à petit, bon, j'ai hélas divorcé de ma première épouse. Je me suis remarié par la suite et je suis toujours en Bretagne, resté dans cette région, et je suis allé vers le monde du tourisme. Et ce monde du tourisme, c'est là que j'ai pu développer ma passion pour la littérature, puisque j'avais des chambres d'hôtes, un salon de thé et une librairie, voilà, au sein de ce bloc touristique, de ce complexe touristique, pendant presque une dizaine d'années. Voilà. Je peins également, depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé à Paris. La galerie d'art m'a permis d'exposer mes toiles, celles de plus de 200 autres peintres de France, de Navarre et de l'étranger. Je continue. Il y en a une au plafond, il y en a une juste au-dessus de moi. Il y en a un petit peu partout. Allons essayer de les montrer, de les cadrer, si c'est possible. De les cadrer, voilà. Ah. Donc j'ai un style assez particulier. Hein, il y a de tout. J'ai travaillé beaucoup... On peut montrer un petit peu ton intérieur? Oui, tout à fait. Des thèmes... On peut essayer, en tout cas. Des thèmes proches de la musique, proches du corps. Voilà. Oui. Donc du corps féminin, notamment. Ce corps que je ne pouvais pas atteindre à cette époque-là. Voilà, ce corps dont je rêvais pour moi-même. C'est vrai que celui qui est au plafond, tu vas avoir beaucoup de mal, mais... éventuellement. Alors, je vois des instruments de musique. De musique également. Voilà. Oui. Bon, après, il y a un petit univers de perruques. Voilà, celui que... C'est le boudoir d'Emma. Voilà. C'est le boudoir d'Emma. C'est très petit chez moi et j'ai une grande partie de ma vie qui est autour de moi. Dans 10 mètres carrés? Ouais, 12, on va dire 15. Allez, on va pousser les murs. Voilà, donc cette partie de ma vie qui m'a vraiment... qui a continué en fait à me créer un carnet de contact dans le milieu de l'art, de la création, de la musique, que ce soit pictural, que ce soit sonore, que ce soit la littérature. J'ai continué à m'enrichir de tout ça. Pas trop financièrement, on va dire, mais plutôt intellectuellement. On pourrait parler de vibration Tout à fait, tout à fait. Quoi. Oui. Je dirais que Emma s'est toujours exprimée autour de toute cette créativité, malgré que le milieu soit toujours très fermé, réservé des fois à une élite masculine, notamment dans la partie création d'entreprises. J'ai créé 6 entreprises tout au long de ma vie, dans tous ces différents domaines. J'en passe quelques-uns, il y a eu du coaching en entreprise, il y a eu de la gestion. C'est justement cette sensibilité qui t'a permis de réussir dans ce monde. Tout à fait. Parce que j'avais une soif de rencontre aussi. J'ai eu une entreprise à Londres, à l'étranger, qui m'a permis de rencontrer des gens formidables de tout domaine.
notamment des gens transidentitaires, des gens qui étaient homosexuels, des gens qui étaient... Enfin, de tout genre, voilà, de toute tendance, Londres étant une ville ultra cosmopolite, de jour comme de nuit, j'entends bien, et où on ne juge pas les gens. Voilà. Et donc là, ça a été une explosion totale. Ça m'a permis aussi de commencer à réfléchir sur qui j'étais et qui je voulais être. Donc cette femme qui est en moi, qui a été en moi pendant 50 ans, qui a été, je dirais, emprisonnée dans ce corps, a commencé aussi à vouloir se libérer de toutes ces contraintes. Voilà. Et la société aussi a changé, parce que dans les années 70, lorsque vous étiez une personne trans, il valait mieux vous taire, sinon vous finissiez en asile psychiatrique. La transidentité, l'homosexualité, la bisexualité, être lesbienne, être que sais-je encore, était un crime même d'ailleurs, était répréhensible par la loi. Ce qui n'est plus le cas, bien entendu, heureusement, en France du moins, mais on est encore hors la loi dans plus de 70 pays dans le monde. Nous sommes des criminels. Il faut le souligner. Voilà, il faut le souligner. On nous emprisonne, on nous torture, on nous tue pour ça. Tout simplement, on nous passe par les armes ou on nous pend. Donc, petit à petit, j'ai pu laisser libre cours à cette féminité. Avec l'âge aussi, j'ai perdu en force, bien sûr. Et mon corps a commencé à se modifier. Peut-être que la psychologie y a fait beaucoup, déjà. Tu as perdu combien de kilos ? Je faisais encore, lors de mon deuxième mariage, 85 kilos, plus de 85 kilos. J'en fais 70 aujourd'hui. Mais c'est tout le muscle qui est parti. En effet, oui. Voilà, aujourd'hui, je peine à soulever une valise de 20 kilos. Oui, c'est ce qu'il faut souligner. J'ai repris du poids, mais ailleurs. Oui, poitrine, fessiers, partition des masses. Donc la façon de marcher est beaucoup plus chaloupée qu'avant. Ce qui me permet de marcher avec des talons, des fois de 15 cm, pourquoi pas. De conduire avec. Tu n'as pas eu de difficulté au début à marcher avec des talons ? Absolument aucune. Non, curieusement. Aucune. C'était naturel. Je pense que je suis né avec des talons. Voilà, c'est ça. J'ai montré à mon fils l'autre jour, mon dernier qui était avec moi pour les vacances, là, des photos de moi quand j'étais tout bébé. Je suis je suis habillé en petite fille. Voilà. Donc, mon père voulait une fille. C'est curieux, peut-être que ça a joué sur le psychologique. Et quand des fois il grince un peu des dents, je lui dis écoute, tu n'as pas à te plaindre, tu voulais une fille, tu as eu un garçon et une fille et tu n'en as eu qu'un à élever. Je lui dis t'as une chance inouïe. Et en plus la fille est pas trop moche. Enfin voilà. Donc j'ai hélas divorcé une deuxième fois. Et ça a été, je dirais, le début de ma prise de décision pour ma transition. J'ai cessé tout entrepreneuriat. Donc j'ai vendu les dernières parts que j'avais dans la dernière entreprise que j'ai eue. Ce fut une prise de décision, c'est-à-dire que tu avais commencé à y réfléchir J'avais commencé à y réfléchir et surtout mes 3 grands-enfants étant adultes, je les avais plus à charge. Mon petit dernier, je ne l'ai que pour... C'est un élément important. C'est un facteur important, oui. Non pas par rapport au ressenti, puisque ça se passe très bien avec mes enfants, mais surtout à la masse, à la charge de travail que représente d'avoir des enfants chez soi et de devoir les gérer au quotidien. Notamment mon petit dernier, partageant la charge maintenant avec mon ex-épouse, ça aussi je m'en suis libéré. Étant financièrement autonome par rapport à des investissements que j'ai faits qui aujourd'hui me permettent d'être quasiment une pré-retraitée. Voilà, bon, c'est pas faute de ne pas avoir travaillé avant, cet argent est mérité. Donc je gère un patrimoine immobilier d'industrie qui me permet d'être autonome. L'écriture aussi me rapporte également, j'ai des revenus en tant qu'auteur, des droits d'auteur. Ma maison d'édition que j'ai créée avec un camarade auteur, qui est une association, me permet de gagner sur mes livres. Donc ce sont les éditions 2L, on va faire la liaison, parce que cet ami s'appelle Lionel de son prénom, et à l'époque où j'ai créé cette maison, je m'appelais encore Laurent. Donc 2L, LL, adossé, voilà, avec 2 L également, qui font penser peut-être à un ange qui prend son envol. Donc il y avait partout, on retrouve des petits symboles de cette transition, de cette transidentité que j'ai moi. Mon copain auteur étant très libre là-dessus aussi. Ça a été, je dirais, ces quelques années ont été propices, voilà, au début de ma transition. Voilà. J'ai eu une autre occasion, à savoir de commencer à faire des coming out un petit peu partout, autour de moi. Sur internet, sur la page Facebook qui me servait à montrer mes ouvrages en tant que garçon.
Donc j'ai parlé de ma transidentité, on commence à montrer les premières photos d'Emma, voilà. Il y a eu quelques dommages collatéraux, soit parmi mes amitiés. Il y a des gens qui, jusqu'à présent... Tu as perdu des J'ai amis. perdu quelques amis, Quelques mais amis. franchement, c'est peanuts. C'est franchement peu. Je m'attendais à plus de dégâts que ça. Surtout par rapport à l'âge. Parce qu'arrivé à une cinquantaine, on a des amis qui sont un peu de nos âges, qui sont pour certains culturellement encore prisonniers de certains stéréotypes. Donc je pouvais tout à fait comprendre qu'ils ne puissent pas comprendre. C'est de bonne guerre. Donc j'ai perdu quelques amis, mais certains reviennent petit à petit parce qu'ils commencent à comprendre et surtout comprennent que c'est un état qui ne sera pas, qui sera permanent maintenant. C'est Emma. Laurent n'est plus là. Ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière, ça fait trop longtemps. Donc ils se disent, zut, on a perdu une amitié qui était sincère. Et on va revenir un petit peu vers elle, quoi. Et puis moi, je les accueille à bras ouverts. Il n'y a pas de problème. Il faut leur laisser du temps. Tout à fait. Je laisse du temps. La digestion est parfois plus lente pour certaines personnes que pour d'autres. C'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, ces personnes-là. Et la famille, j'ai profité des 60 ans de mariage de mes parents. Ça fait rêver, hein. Ah, 60 ans, en effet. Ouais. L'année dernière, donc juste avant le Covid, en novembre, enfin non, pas l'année dernière, on est en 21, donc c'était en 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an, effectivement. Donc ils ont fait une réunion avec tous leurs amis, une partie de la famille, il y avait plus de 100 personnes invitées dans une très grande salle, avec des tables, avec une scène, il y avait des animations à faire, des choses comme ça, donc il y avait, ce sont des gens d'un certain âge aussi, donc j'avais 80% de personnes de plus de 60 ans dans la salle, 50% de la famille, 50% d'amis, donc d'une génération pour qui la transidentité est parfois quelque chose qui reste en travers dans la gorge comme une petite cuillère. Voilà, donc je me suis proposé, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'était les 90 ans de mon père aussi. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai dit à mes parents, je vais vous faire une partie de l'animation. Et j'ai fait, je me suis retrouvé, donc Emma était présente pendant toute la journée. Voilà, devant tout le monde. Emma se faisait appeler Laurent, encore à l'époque. Et j'ai fait une animation qui consistait à faire deviner aux gens, pendant toute la journée, des personnages de films féminins. Et à la fin, il y avait une bouteille de rhum à gagner, quelque chose comme ça, pour celui qui avait trouvé un maximum de titres de films, de personnages et d'interprètes. Voilà. Donc je me suis retrouvé dans la peau de Emma Peel, je me suis dans le chapeau melon et bottes de cuir, je me suis retrouvé dans la peau de Uma Thurman dans Kill Bill, les deux Kill Bill, et d'une foule d'autres personnages féminins. Voilà, donc j'ai été en femme toute la journée, et ils m'ont vu en femme, avec des talons de 12, 13, 14 cm, en bottes, en cuissardes, en escarpins, en belle élégante, en fille de la rue, en tout un tas de personnages, avec des perruques différents. J'avais un coin maquillage, et ça a matché, à la fin ça a été... C'est ton dressing que l'on voit derrière. C'est mon dressing qui est derrière, qui fait 4 mètres de long. Et oui, tout à fait. Et donc à la fin ça a été standing ovation, parce qu'à la fin j'ai fait un petit sketch qui était dédié à mes parents, pour les remercier de toute la vie qu'ils m'ont offerte. Et là j'ai fait mon coming out, et je leur ai présenté Emma. Et tout le monde s'est levé, mes parents étaient en pleurs. Et... Oui, j'imagine que c'est... Voilà, tu vois, ça fait remonter. Ouais, ça fait remonter. Ça a été un moment magique. Oui. Et bon, évidemment, il y en a quelques-uns qui avaient une cuillère en travers de la gorge, mais qui n'ont pas osé le dire, parce que tout le monde applaudissait. Oui, et surtout, ils se sont aperçus, puisque pendant toute cette journée, je vais foutre en l'air mon rimel, mes 4 enfants qui étaient présents ont été mes complices. Et m'ont aidé à faire mes maquillages, à faire mes changements de vêtements dans mon petit coin maquillage, qui était dans la même salle derrière des paravents en fait, avec tout mon coin de make-up, etc. Voilà, que ce soit j'ai 2 grandes filles, j'ai un grand garçon et un petit, donc j'ai 2 filles et 2 gars, et mes 2 filles travaillent dans la mode, heureusement, et on est d'une complicité mais inimaginable. Tu vois, c'est un moment de... C'est des larmes de bonheur. Faut pas t'inquiéter. Non, mais voilà. Je m'inquiète pas. C'est une grande joie pour moi. Je vois bien, oui, ouais. Ça a été un moment fort. Et ouais, tout à fait. Pour toi. Et,
Puis je me suis dit que l'humour allait être le vecteur idéal. Oui. En fait, le fait de faire rire tout le monde pendant toute cette journée où ils ont passé Oui. un moment merveilleux à revoir des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Je me suis dit, c'est un alibi, mais fabuleux. Voilà, donc rater ça, ça m'aurait obligé par derrière à faire ce même travail, à répétition, avec plein de gens, successivement, des états de surprise dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, que sais-je encore. Et là, j'aurais sûrement perdu beaucoup plus de monde, je pense, sur le chemin. Alors que là, ces gens-là ont été confrontés à une réalité. Une réalité, je leur ai présenté quelqu'un qu'ils ont toujours connu finalement. Et ils se sont aperçus que j'étais toujours la même personne. En une journée, ils ont bien vu que rien n'avait changé, si ce n'est mon aspect. Et l'œil s'est habitué à me voir dans différentes tenues féminines, que ce soit des robes ultra sexy. À un moment, j'étais carrément en vente, mais alors c'était un truc de fou. Et puis d'autres moments en élégante, voilà, en racaille de la rue, habillée wesh wesh avec la casquette, mais toujours très féminine malgré tout. Et ça a été génial. Et puis de voir la complicité qu'ont eu mes enfants avec moi, ils se sont dit, oui, finalement, c'est quelque chose de normal. Il y a toujours de l'amour dans cette famille. Ils ont vu mes parents être s'illuminer de bonheur aussi. Donc ils se sont dit, finalement, voilà, c'est des gens normaux comme les autres, on les aime tous. Voilà. Et je pense que ça a été un grand moment. Ça a été dur aussi, ça a été un pari. Voilà, je ne savais pas si ça allait marcher. Mais ça a marché, voilà, tout simplement. Donc ça a été le premier coming out que j'ai fait. Ensuite, il y a eu le deuxième au niveau de mon entreprise avec mon collègue de travail, parce que j'étais associé dans la dernière entreprise que j'ai eue. Donc lui, il a eu un peu de mal. Ça a beau être un jeune qui a 26 ans maintenant, très très macho. Parce que bon, la charpente et la construction de maisons en bois, c'est pas un métier très très féminin. Hein. Donc c'est un garçon qui est très très doué de ses mains. Il a de l'or dans les mains, mais bon. Il lui a fallu combien de temps? Voilà, il est très bloqué. Pour t'accepter. Ah justement, s'il n'y a pas eu, j'ai pas attendu qu'il y ait une acceptation. Je lui ai annoncé les choses. Il m'a dit bon, d'accord, très bien et tout. Et puis à l'époque, je commençais déjà à perdre au niveau physique. Donc j'avais du mal à travailler sur les chantiers, sur le terrain. J'étais plus à l'administratif. Et on avait pris une secrétaire aussi pour pouvoir commencer à gérer pas mal de choses. Et je lui ai dit, je me suis fait peur une fois sur un chantier, j'ai failli tomber d'une toiture, perdre l'équilibre. Et j'avais commencé aussi mon THS à l'époque. Oui. J'ai commencé mon traitement hormonal. Et il y avait des problèmes d'endormissement, de choses comme ça. Et donc j'ai dit, écoute, un jour je vais avoir un accident, je vais me casser la figure, il faut faire quelque chose. Donc je lui ai dit, je vais te revendre mes parts de l'entreprise. Donc il s'est associé avec quelqu'un d'autre, je crois, je ne sais pas exactement. Maintenant, l'entreprise continue son petit bout de chemin. Donc ça a été un coming out, je dirais, plus ou moins forcé. Voilà, à ce niveau-là, ça c'est fait. Et puis les amis, via Facebook, pareil, qui ont continué petit à petit à apprendre la chose et puis à m'accepter tel quel. Des copines qui sont venues me voir et tout, qui ont vu que Emma était totalement épanouie. Voilà. Puis avec mes enfants, ça continue de se passer très très bien. En fait, il y a 3 sphères. Il y a 3 sphères de coming out, à savoir la sphère familiale, amicale et professionnelle. Et là, j'avais couvert principalement les 2 premières d'un seul coup, et la dernière venait de se faire. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai commencé à rencontrer, en parlant autour de moi, en allant sur Internet, pendant mon THS, me renseigner sur plein de choses. J'ai rencontré plein d'autres amitiés, en fait. Voilà. Donc petit à petit, je me suis impliqué de plus en plus dans le monde de la transidentité. Et comment t'es-tu impliqué? Qu'as-tu créé? Je ne suis pas une militante acharnée, on va dire. J'ai pas aucun drapeau LGBT ici, en fait. Je le fais à travers ma communication, peut-être sur mes lives, sur les différentes plateformes où on peut me trouver, à savoir Facebook, Instagram, TikTok très récemment, mais c'est monté en flèche. En moins de 3 mois, j'ai eu mes 1000 abonnés. Aujourd'hui, je fais des lives sur TikTok. Et ça, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec tes romans. Alors, je présente... Si, justement. Je fais... disons que c'est un tout, cet univers-là. Parce qu'il y a ce monde qui est très très sensible, justement, littéraire, qui est sensible, qui est créatif. Et c'est très lié pour moi. C'est très très lié. J'y parle de romans, j'y parle d'écriture, j'y parle de transidentité. Les 3 sont liés. Je donne des astuces aux gens. Mes lives portent sur tous ces thèmes-là. Je fais des lives sur les romans, comment les gens peuvent écrire aussi eux-mêmes s'ils ont envie d'écrire. Je fais des lives sur la transidentité pour expliquer. Je parle de littérature trans.
Il y a beaucoup de On te femmes sent trans très qui écrivent. pédagogue. Voilà, Tu tout à fait. interviens aussi en milieu scolaire, je crois. J'interviens en milieu scolaire, je fais des conférences, j'ai déjà fait des conférences à l'Université de Bretagne Sud, au niveau lycée, au niveau universitaire. Le mois dernier, j'étais en Normandie dans un lycée professionnel. Et tu y présentes tes romans. Alors, ou tu y parles de transidentité également? Souvent, mes romans sont utilisés comme support de travail par les scolaires, par les profs de français. Ils les trouvent à la Bibliothèque nationale, tout simplement. Les élèves étudient le roman pendant 1 an. Moi, je fournis les livres. Ça peut être une trentaine, une soixantaine. La maison d'édition vend les livres à l'Éducation nationale. Les élèves l'étudient et en fin de parcours, en général, je suis invité par les professeurs pour intervenir sur le travail que les élèves ont fait. Donc je redéveloppe le livre en question. Je peux aborder des sujets particuliers comme la mer, l'automobile, parce que j'ai d'autres auteurs avec d'autres thèmes dans ma maison d'édition. Et là, j'interviens en tant qu'éditrice ou en tant qu'auteur. Donc les deux sont possibles. Voilà. À l'Université de Bretagne Sud, c'était en tant qu'éditrice, parce que c'était des groupes d'étudiants, justement, qui allaient devenir des professionnels de l'édition. Donc j'expliquais tout le fonctionnement d'une maison d'édition, le process de création d'un livre, d'un roman, la création de son prix, etc., la fabrication, comment en faire la communication avant de le vendre, est-ce que c'est un bon scénario, pas un bon scénario, c'est tout un process, voilà, pour faire un livre. Là, c'est l'éditrice qui parlait. Et lorsqu'il s'agit d'étudier un livre en particulier, là, c'est plus l'auteur, c'est plus la romancière qui va prendre le dessus. Voilà, parce que là, on va vraiment parler de français, de conjugaison, de formulation, de construction de texte, de construction de personnages. Justement, à propos de français, que penses-tu du niveau scolaire en français Alors, tu vois, je suis encore très pédagogue, je ne jetterai la pierre à personne. Pourquoi? Parce que moi-même, étant gamine, je dis bien gamine, j'étais exécrable en français. Exécrable, franchement. Alors, c'est venu du fait que, au collège, je me suis retrouvé harcelé. J'ai fait 7 ans de collège, c'est te dire, j'ai redoublé 3 fois. Parce que mon ressenti, qui était très féminin à l'époque, m'a joué des tours et on m'a franchement, j'ai été harcelé, vraiment, y compris physiquement. Voilà, je me suis fait taper dessus, des choses comme ça. Et il n'y a qu'en quittant le collège que j'ai pu vraiment m'épanouir. Et un professeur aussi de français que j'ai adoré, qui m'a donné envie de lire, vraiment. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment à lire, je me suis mis dans les bouquins, j'ai pas arrêté. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les ordinateurs à la maison, on avait le téléphone filaire avec le cadran qu'on faisait tourner, et le Minitel 3615 qui vous voulez. Donc c'était franchement pas terrible pour savoir ce qu'était le monde autour. Voilà. Donc les réponses à mes questions, je suis allé les chercher dans les livres. Et petit à petit, je me suis mis à écrire pour moi-même des petits bouts de texte, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je vois une faute d'orthographe, j'ai les yeux qui saignent. Que quand on veut utiliser du français, autant bien le faire. Il y a une génération intermédiaire qui a été coupée de la littérature avec l'avènement de certaines téléréalités, avec l'avènement de certains contenus pré-mâchés, tout faits, qui sont conçus de toute façon pour emmener les gens vers de la consommation plutôt que vers de l'information réelle et de la culture. Voilà, oui, c'est vrai que mon ressenti vis-à-vis de la culture aujourd'hui, on a un grand fossé qui est en train de se creuser. Soit des personnes qui ont gardé leur curiosité et qui vont vers une intelligence assez intéressante, soit effectivement des personnes qui sont complètement lâchées, larguées, et c'est très très triste. Il n'y a aucune haine à avoir envers cette catégorie de personnes, c'est juste dommage. Voilà. C'est un énorme gâchis, je pense. On peut penser que la crise sanitaire va creuser les écarts. Tout à fait. Elle va surtout plonger dans le désespoir toutes les personnes qui étaient déjà prêtes à y tomber, qui étaient en décrochage scolaire, qui étaient en décrochage professionnel. Ça, c'est très triste. Là, on va avoir un gros problème sanitaire a posteriori. On est en train de créer. Il y a toute une frange de la population qui va s'effondrer, qui va se retrouver sous les ponts. Comment le vis-tu aujourd'hui, très très mal, parce que je connais des gens comme ça. Voilà, y compris des amis trans qui sont au bout du rouleau, qui étaient déjà rejetés de partout. Souvent, elles sont très jeunes. Mais à titre personnel, comment le vis-tu, toi? On ne peut pas intervenir en plus, parce qu'on est nous-mêmes prisonnières ou prisonniers,
de ces foutus couvre-feux qui sont mis en place, aller aider quelqu'un, ça devient compliqué. On ne peut pas sortir aujourd'hui de plus de 10 km de chez soi sans une raison valable. On ne pourrait même pas se rendre chez quelqu'un pour lui faire ses courses, l'aider, par exemple, d'un point de vue purement matériel, là j'entends. Et d'un point de vue psychologique, tous les psys sont tous saturés de rendez-vous. Le côté médical, qu'il soit psychologique, qu'il soit physique, il est aujourd'hui en ruine. Déjà que il est saturé. Avant c'était compliqué. Alors là, et là ça devient je pense impossible. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Je ne rentrerai pas dans cette polémique. J'ai ma propre idée là-dessus. On n'est pas là pour, je suis pas là pour parler de ça. Mais honnêtement, c'est très très grave. Ce qu'on est en train de vivre est très très grave. Et ce n'est pas le Covid qui tuera le plus de monde. Voilà. Ouais, les conséquences, on ne les connaît pas. Voilà. Les dommages collatéraux sont incalculables et ça va faire très très mal. On a une fâcheuse habitude en France, c'est de compter les morts. On n'essaie pas de les éviter. Penses-tu que les réseaux sociaux, à ce moment-là, peuvent aider à rompre l'isolement? Ils jouent déjà un rôle. Ils jouent déjà un rôle très très prépondérant. Heureusement qu'ils sont là. Alors, ils permettent peut-être des fois justement de porter secours à distance. On a beaucoup de gens qui s'improvisent aussi un petit peu psychologues. Donc attention à ces dangers-là. Mais heureusement, il y a une majorité quand même qui sont des gens prévenants et qui, par les réseaux internet, permettent de garder un contact et une surveillance vers des gens fragiles qui pourraient des fois passer à des actes sans retour, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaie de faire justement. On parlait du militantisme tout à l'heure, et pour revenir à ça, puisque c'est quand même le centre de mon action, mon militantisme, il se situe plus à ce niveau-là. Dans mes lives, je vais vers les gens, j'essaye de les aider en leur portant mon témoignage, en aucun cas en leur disant comment faire une transition, puisqu'il y a 1000 transitions. Il y a autant de transitions que de personnes trans. D'essayer de leur redonner un peu de l'espoir. Je leur apporte de la positivité pour leur montrer, voyez ce qu'on peut arriver à faire, même confiné, même en étant une personne trans, même tout reste possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on va dire. Alors c'est peut-être facile parce que je suis en bonne santé, en bonne forme, mais je connais des gens qui sont effectivement très diminués physiquement aussi. Des personnes handicapées, j'en connais, de mes amis. Mais qui arrivent quand même à voir toujours la lumière et toujours à aller de l'avant. Voilà. Donc moi je dis éteignez la télé, arrêtez de diffuser des informations du néfaste, du noir, et essayez de rigoler un bon coup. Voilà, lisez des choses réjouissantes, amusez-vous. On peut rire de tout, franchement, peut-être pas avec tout le monde. Mais essayez de trouver toujours le petit truc positif, même dans un événement. Oui, c'est vrai que les informations en boucle, les informations surtout négatives, il n'y a pratiquement que ça. Ah, c'est ça qui tue le plus. Ça, oui, tout à fait. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui tue plus que le Covid, c'est toute cette négativité ambiante. Voilà. On est dans le dark total. Ah oui, on peut être en dark, il n'y a pas de problème. Moi, c'est du dark. Ce n'est pas le même dark. Voilà, c'est du dark joyeux. Voilà. Écoutez du métal, les textes souvent sont très joyeux, c'est de l'amour, c'est que des trucs comme ça. Nous pourrons donner des liens vers tes sites. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Oui, je te donnerai tout ça. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je reposte toutes les vidéos de mes lives sur TikTok. Donc on pourra les trouver en podcast, tout simplement. Alors ça prend un certain temps, la mise en forme d'une vidéo. Certains lives peuvent faire 2 heures. Donc je les remets à un format de 30 minutes qui est plus facile et agréable à voir, à visionner. Avec une construction, avec un générique, une fin, etc. Comme toute vidéo qui se respecte. Donc ça prend un temps à capter, à mettre en forme, à remonter sur le réseau de YouTube, à poster. Voilà. Donc en général, il y a toujours un petit décalage, des fois ça peut aller de 2 jours à 1 semaine, quand c'est des lives un peu complexes où il y a beaucoup de coupes à faire. Mais ça permet de revoir des choses intéressantes. Voilà. Je mets vraiment que les lives où il y a un thème prédéfini. J'ai arrêté d'en faire sur Facebook parce que le format était moins pratique. Facebook est très très lourd au niveau de la gestion. On a du mal à inviter d'autres personnes. Il y aura peut-être des duos live, pourquoi pas, des personnes qui sur TikTok atteignent leurs 1000 abonnés. On peut faire des duos live sur des thématiques. Il n'y a pas de problème. Et puis des liens vers la chaîne de transparence aussi, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc elle est là, mon militantisme se situe là, à savoir apporter de la visibilité, de l'information,
des données, voilà, puis du bonheur, quoi, voilà, de la positivité. Voilà. Oui, on en a grandement besoin, en effet. Voilà, tout à fait, plutôt que d'aller secouer un drapeau dans la rue qui ne fera juste peut-être qu'attiser les haines des gens qui ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Je préfère tenter de faire comprendre plutôt que de m'exposer au milieu de tout le monde. Ça ne m'empêche pas d'aller à une Pride pour y retrouver des amis, danser un bon coup, boire un bon coup. Mais pas plus que ça, voilà. On n'est pas dans la provocation. On est juste des gens comme tout le monde qui veulent vivre comme tout le monde. Voilà. On n'est pas pour imposer non plus la transidentité chez les autres. Non, je suis dans la gentillesse. Je suis dans la douceur. Voilà. Je te remercie pour cette entrevue. Moi de même, Lisa. Et puis d'avoir accueilli chez toi Transparence. Alors, je vais préciser un truc, c'est que aujourd'hui mon dernier bouquin, il est plus en format poche, puisque les éditions de Zèle font du format best. Ce qu'on appelle un best-seller, c'est un format de bouquin, 18 par 24. C'est pas un livre qui s'est vendu beaucoup, un best-seller, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc aujourd'hui, le dernier que j'ai sorti, c'était Le Channel. C'est toujours Laurent qui l'a écrit, puisqu'il est sorti juste avant que je commence ma transition. Voilà, donc il y a 3 ans à peu près. Le prochain sera écrit par Emma. Je l'espère pour la rentrée littéraire de septembre. Voilà, ça va dépendre aussi des conditions, si on nous reconfine à nouveau, parce qu'il faut que l'imprimeur puisse travailler, il faut que la diffusion puisse se faire. Donc c'est encore un roman policier, il y a 400 pages. Et celui-là, pour se le procurer, ça sera auprès de la maison d'édition, les éditions de Zèle, ou auprès de moi. Voilà, les frais de port sont offerts, pour le coup. Alors c'est un peu plus gros, c'est un pavé, effectivement. Et donc toutes les éditions qui sont faites chez les éditions de Zèle sont des formats best. Celui de mon ami Lionel, donc qui a créé les éditions avec moi, c'est un thriller, c'est très différent. Un autre, ceux qui aiment la voiture, Thierry Lebras, voilà, pareil, un format best, c'est du polar. Il faut savoir que je suis passionné d'automobile. J'ai moi-même un petit coupé sport pour me déplacer tous les jours. Voilà. C'est très féminin finalement. Quelle marque? Alors c'est une MG, c'est une anglaise, une véritable, avec la conduite à droite, un petit Spider. Je suis passionné de vieilles voitures aussi, j'en ai restauré de nombreuses, des Jeeps, des Dodge. Tu as aussi restauré des voitures. Des véhicules militaires, un peu grosses, et puis des petites anglaises des années 60. Voilà, des trucs un peu improbables. Quand tu t'y connais en mécanique. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je peux parler d'un tas de sujets à base. C'est pour ça que je ne renie pas, comme on en parlait tout à l'heure, ma vie d'homme. Mon ancienne vie d'homme, parce qu'elle m'a apporté 1000 choses. Ce corps, ça a été un char d'assaut. J'ai traversé la vie aux commandes d'un char, une femme aux commandes d'un char d'assaut. Merci Emma. Je t'en prie. Merci.